Elle rampa sous la table du motard, tremblante, le suppliant de ne pas la trahir. Quelques secondes plus tard, son beau-père milliardaire fit irruption, flanqué de gardes du corps, exigeant qu'on la lui rende. Ce que les motards allaient trouver dans son sac à dos mettrait un empire à genoux. Et la petite fille venue chercher un abri devint la seule chose qu'il protégerait à n'importe quel prix. Le café serré dans la tasse de Stéphane Leclerc avait eu le temps de refroidir au moment précis où il entendit la cloche au-dessus de la porte du bistrot s'ouvrir avec la violence d'un coup de feu. Il ne leva pas les yeux tout de suite. Après 20 ans à la tête du club de motards des Faucons d'Acier, il avait appris à déchiffrer les ennuis au simple son qu'il produisait. Ce n'était pas le tintement paresseux d'un routier fatigué ou le carillon joyeux d'un habitué. C'était le son de la panique. Du coin de l'œil, il observa une petite ombre filer derrière le comptoir en zinc. Trop rapide, trop basse pour être un adulte. La silhouette se déplaçait comme un animal traqué. Faite d'angles vifs et d'une vitesse désespérée. Puis, elle fut sous sa table. Il y avait juste assez d'espace entre les bottes de Stéphane et le carrelage à damier pour qu'un enfant puisse s'y faufiler. Il sentit de minuscules doigts s'agripper à sa cheville et une voix, à peine un murmure, trembla jusqu'à lui. « S'il vous plaît. Ne lui dites pas que je suis là. » De l'autre côté de la table, Thierry s'arrêta au milieu de sa bouchée de steak frites. Pascal, surnommé « Taureau », le plus massif de leur bande, se redressa sur sa banquette. Les 5 faucons présents à la table s'immobilisèrent, leur rire s'éteignant dans l'air saturé de néon. Stéphane abaissa lentement sa main sous la table. Une petite paume glacée et tremblante se pressa contre la sienne. « Doucement, maintenant », murmura-t-il, assez fort pour que ces hommes entendent, mais assez bas pour apaiser. « Personne ne dira rien à personne. » C'est alors que des phares balayèrent les fenêtres du bistrot. Une berline de luxe allemande noire, du genre qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en 5 ans, se gara sur le parking avec la précision agressive d'un prédateur acculant sa proie. Le moteur ronronna jusqu'au silence. 3 secondes plus tard, la portière s'ouvrit. Nicolas Moreau n'entrait pas dans les pièces. Il en prenait possession. Il était grand, élégant, avec des tempes grisonnantes qui semblaient avoir été coiffées par un professionnel, même à cette heure tardive. 2 gardes du corps l'encadraient, oreillettes visibles, mains posées près de leur ceinture. Le bistrot, qui bourdonnait des conversations de fin de soirée, devint silencieux. « Bonsoir. » La voix de Moreau était douce, de cette douceur qui vient des salles de conseil et des dîners de campagne. Ses yeux balayaient la pièce comme des projecteurs. « Je cherche ma fille. » 10 ans, cheveux noirs, probablement effrayés. Elle s'est enfuie de notre voiture il y a quelques kilomètres. La serveuse derrière le comptoir, Valérie, qui servait l'équipe de Stéphane depuis une décennie, s'essuya les mains sur son tablier. « Pas vu d'enfant ce soir, monsieur. » « Ma belle-fille, » corrigea Moreau en sortant son téléphone. Il montra une photo à Valérie, puis à un couple dans la banquette du fond. « Chloé. Elle est confuse. Pas bien. Je dois la ramener à la maison en toute sécurité. » Sous la table, ses petits doigts serrèrent plus fort la main de Stéphane. Une froideur s'installa dans sa poitrine. Il avait vu assez de menteurs dans sa vie pour les reconnaître au son de leur voix. Les mots étaient justes, mais le ton était faux, trop contrôlé, trop répété. Le regard de Moreau se porta vers la table des faucons. Stéphane but une lente gorgée de son café froid, croisant ses yeux calculateurs sans ciller. Autour de lui, ces hommes dégageaient ce genre de calme qui précède les tempêtes. Taureau fit craquer ses phalanges. Thierry se renversa en arrière, bras croisés sur son gilet des Faucons d'Acier. « Vous avez vu une petite fille passer par ici, les gars ?» demanda Moreau en s'approchant. « On est là depuis 1 heure, » dit Stéphane d'un ton égal. « On a vu beaucoup de café. Pas d'enfant. » Un des gardes du corps murmura quelque chose à l'oreille de Moreau. La mâchoire du milliardaire se contracta. « Elle est malade, » dit Moreau. Et maintenant, il y avait une pointe d'acier sous le vernis. « Elle a un problème de santé. Sans ses médicaments, elle pourrait. » « Quoi ? » l'interrompit Taureau. Sa voix était un grondement sourd. « Mourir juste devant nous ?» Les yeux de Moreau brillèrent. « Je n'apprécie pas votre ton. »« Et moi, je n'apprécie pas les costumes qui débarquent pendant mon dîner, » rétorqua Taureau. Stéphane leva une main, faisant taire son ami.
Si on voit une enfant perdue, on appellera les gendarmes. Ça vous va? L'air entre eux aurait pu prendre feu. Moreau étudia Stéphane pendant un long moment, et Stéphane comprit qu'il était en train d'être jaugé, poids, menace, utilité. Quel que soit le calcul que Moreau faisait, il n'a pas dû aimer le résultat. Je serai à l'hôtel Grand-Vue, dit finalement Moreau, tirant une carte de visite de sa poche et la posant sur la table. Industrie Morotech. Quand vous la trouverez, il y aura une récompense de 10 000 €. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Et messieurs, interférer avec les droits d'un parent est un crime grave. Je détesterais que cela devienne compliqué. La menace flotta dans l'air comme de la fumée. Lorsque les feux arrière de la berline disparurent sur la route nationale, le bistrot retint son souffle. Stéphane repoussa doucement sa chaise et baissa les yeux. Deux yeux marrons le fixaient depuis l'ombre, larges, terrifiés, mais aussi vifs. Des yeux intelligents, des yeux qui en avaient trop vu. Il est parti, dit doucement Stéphane. La fillette ne bougea pas. Sors de là, petite. Tu es en sécurité maintenant. Lentement, comme un renard quittant sa tanière, elle sortit en rampant. Son jean était déchiré aux genoux, son sac à dos rose couvert de poussière. Elle ne devait pas peser plus de 30 kilos, toute mouillée. Mais quand elle se leva, elle ne pleura pas. Elle regarda simplement Stéphane avec un calme troublant. « Merci d'avoir menti, dit-elle. » Les faucons échangèrent un regard. « C'était pas un mensonge, dit prudemment Thierry. On ne t'a pas vu entrer. » Les bottes de Stéphane étaient dans le chemin. Le plus petit des sourires étira ses lèvres. Un sourire bien trop averti pour une enfant de 10 ans. « Je m'appelle Chloé, dit-elle. Et mon beau-père veut me tuer. » Elle le dit comme d'autres enfants diraient qu'ils veulent une glace. De manière factuelle, simple. Vrai. Puis elle plongea la main dans son sac à dos et en sortit quelque chose qui glaça le sang de Stéphane. Une clé USB enroulée dans un ruban rose avec un petit mot attaché. D'une écriture d'enfant, il était écrit « Maman a dit, s'il arrive quelque chose, donne ça à quelqu'un de courageux. » Dehors, le tonnerre gronda sur la campagne provençale. L'orage arrivait. Mais à l'intérieur de ce bistrot de bord de route, en regardant la petite fille avec le dernier vœu de sa mère serré dans ses mains, Stéphane Leclerc réalisa que le véritable orage avait déjà commencé. Valérie apporta un chocolat chaud sans qu'on le lui demande. Elle le posa devant Chloé avec une douceur qui serra la gorge de Stéphane. La fillette enroula ses deux mains autour de la tasse mais ne but pas. « Ça fait combien de temps que tu fuis ?» demanda Stéphane, s'asseyant dans la banquette en face d'elle. Depuis l'enterrement, la voix de Chloé était vide. « Il y a 3 jours. L'enterrement de maman. » Les faucons rapprochèrent des chaises, formant un cercle protecteur inconscient. « Je suis désolé pour ta mère, dit Stéphane, et il le pensait. » Chloé hocha la tête, fixant le chocolat. Elle est tombée malade vite. Le docteur a dit que c'était son cœur, mais... Elle fit une pause et quelque chose de sombre vacilla sur son jeune visage. Nicolas a souri à l'enterrement. Je l'ai vu. Pendant que tout le monde pleurait, il souriait. Taureau murmura une malédiction entre ses dents. C'est là que je me suis souvenu de ce que maman m'avait dit. Chloé attrapa son sac à dos, le posant sur ses genoux comme un bouclier. Elle m'a donné ça 2 semaines avant de mourir. J'ai promis de le cacher. Elle brandit à nouveau la clé USB. Sous la lumière fluorescente du bistrot, Stéphane put voir un petit logo gravé dans le métal, un V anguleux avec des motifs de circuit imprimés. La fourchette de Thierry tomba bruyamment contre son assiette. « C'est Morotech, dit-il, sa voix étrange. Tous les yeux se tournèrent vers lui. C'est leur clé de cryptage de niveau exécutif. Seuls les membres du conseil d'administration en ont. Comment tu sais ça ? Demanda Taureau. La mâchoire de Thierry se contracta. Parce que je travaillais là-bas. Division moteur. Avant que Moreau ne rachète l'entreprise et la démantèle. Ses mains se crispèrent en poing. 300 d'entre nous licenciés en un jour. La veille de Noël. Il a appelé ça une rationalisation opérationnelle. Chloé regarda Thierry avec une reconnaissance soudaine. Vous êtes l'homme avec le tatouage de dragon. Maman avait votre photo. La table devint silencieuse. Quoi ?
souffla Thierry. Dans son bureau. Une photo de l'ancienne équipe. Elle l'a gardée cachée dans son tiroir. Les yeux de Chloé étaient trop sages, trop tristes. Elle a dit que Nicolas l'avait forcée à virer des gens bien. Elle en a pleuré, a dit qu'elle était désolée. L'expression de Thierry s'effondra un instant avant de se durcir à nouveau. Ta mère était Sandrine Moreau? Sandrine Dubois, corrigea doucement Chloé. Elle n'a jamais changé de nom. Nicolas n'aimait pas ça. Stéphane étudia la clé USB. Ses instincts hurlaient des avertissements. Qu'est-ce que ta mère a dit à propos de ça? Elle a dit que c'était une assurance. Chloé tripota le ruban. Elle a dit que s'il lui arrivait quelque chose, ces fichiers expliqueraient tout. Elle m'a fait mémoriser un mot de passe, mais elle ne m'a jamais dit ce qu'il y avait dessus. Et Nicolas sait que tu l'as, dit Stéphane. Je crois. Il a fouillé ma chambre la nuit après l'enterrement. A déchiré mes peluches, vidé mes livres. Quand je lui ai demandé ce qu'il cherchait, il m'a attrapé le bras. Elle remonta sa manche, révélant des bleus en forme de doigts, sombres sur sa peau pâle, point et il a dit que j'avais pris quelque chose qui lui appartenait. Taureau se leva si vite que sa chaise grinça sur le sol. Ce fils de... Calme-toi, la voix de Stéphane était d'acier. Il regarda Chloé. C'est là que tu t'es enfui. Elle hocha la tête. J'ai attendu qu'il s'endorme. J'ai pris l'argent d'urgence que maman avait caché dans mon placard. 67 €. J'essayais d'aller chez ma tante dans les Alpes, mais sa voiture m'a trouvé à une station-service. J'ai couru dans la garrigue et j'ai vu vos motos ici. Gamine intelligente, dit Laurent, surnommé Minus, ironiquement le plus petit des faucons, avec admiration. Ma maman était intelligente aussi, la voix de Chloé se brisa pour la première fois. Elle m'a appris quoi faire si j'étais en danger. Elle a dit, trouve des gens avec des yeux gentils. Vous avez des yeux gentils, monsieur Leclerc. On avait appelé Stéphane de bien des noms dans sa vie. Gentil n'en faisait généralement pas partie. Il regarda ces hommes. Taureau, qui avait fait 2 missions à l'étranger et en était revenu brisé jusqu'à ce que la fraternité le ressoude. Thierry, qui avait tout perdu quand les entreprises avaient décidé que les profits trimestriels comptaient plus que les gens. Minus, dont la sœur avait été victime d'un réseau avant qu'il ne la retrouve. Serge, qui ne parlait jamais des cicatrices sur son dos. Ils étaient tous des choses brisées qui avaient appris à être dangereuses quand il le fallait. Et maintenant, une fillette de 10 ans avec des bleus et les secrets de sa mère morte leur demandait d'être dangereux une fois de plus. On devrait appeler les flics, dit Serge. Mais son ton suggérait qu'il savait déjà que ça ne marcherait pas. Et dire quoi? Rétorqua Thierry. Qu'un milliardaire poursuit sa belle-fille? Il aura des avocats ici en 1 heure. Montrera des papiers de garde. Nous fera passer pour des ravisseurs. Il a raison, dit sombrement Stéphane. L'argent achète le silence. On doit savoir ce qu'il y a sur cette clé avant de faire quoi que ce soit. La tête de Chloé tombait, l'adrénaline cédant finalement à l'épuisement. Elle avait probablement tenu sur la peur seule pendant 3 jours. Écoutez, dit Stéphane à son équipe. On la garde en sécurité ce soir. Juste ce soir. Demain, on réfléchira à la suite. Et si Moreau revient? Demanda Taureau. Le sourire de Stéphane était froid. Alors il apprendra pourquoi on ne cherche pas des noix aux faucons d'acier. Il se tourna vers Chloé, sa voix s'adoucissant. Tu peux dormir dans l'arrière-salle. Ce n'est pas le grand luxe, mais il y a un canapé et un verrou sur la porte. Ça te va? Chloé les regarda un par un, ces hommes rudes avec leur cuir, leurs cicatrices et leurs motos. Et pour la première fois depuis qu'elle avait rampé sous cette table, elle sourit vraiment. Merci, murmura-t-elle. Alors que Valérie la conduisait à l'arrière, Stéphane ramassa la clé USB. Elle semblait plus lourde qu'elle ne le devrait. Thierry se pencha. Quoi qu'il y ait là-dessus, ça a suffisamment effrayé une femme mourante pour qu'elle le cache. Ouais, dit Stéphane, empochant la clé. Et ça vaut la peine de tuer une enfant pour ça. Dehors, l'orage éclata enfin. La pluie martelait le toit du bistrot comme des balles. Mais à l'intérieur, 5 motards firent une promesse silencieuse autour d'une tasse de café froid et d'un siège vide. Ils venaient d'adopter une guerre qu'ils n'avaient pas demandée.
Et il ne s'arrêterait pas avant que cette petite fille puisse sourire sans peur. L'aube filtra doucement à travers les fenêtres de l'ancien moulin en Normandie, peignant les motos chromées de nuances d'ambre et d'or. Chloé se réveilla à l'odeur du café et au son de quelqu'un massacrant une vieille chanson française dans la cuisine. Elle s'assit sur le canapé en cuir usé, momentanément confuse avant de se rappeler qu'elle était en sécurité, pour l'instant. Le moulin ne ressemblait en rien à la demeure stérile de Nicolas. Des outils pendaient à des panneaux perforés. Une cible de fléchettes avec le visage de quelqu'un scotché dessus. Elle ne reconnaissait pas l'homme, mais il avait beaucoup de fléchettes dans le front. Des photos partout. Des motards bras dessus bras dessous. Des photos de diplôme. Un marine en uniforme d'apparat. Une petite fille tenant un gâteau d'anniversaire. Des photos de famille. Bonjour, gamine. Taureau sortit de la cuisine avec une assiette remplie de crêpes. Tu aimes les pépites de chocolat? Chloé hocha la tête, soudainement affamée. Elle ne se souvenait pas du dernier vrai repas qu'elle avait pris. Ils mangèrent ensemble à une table en bois marquée de cicatrices qui avaient probablement vu 1 millier de parties de poker. Taureau ne la couva pas du regard ni ne posa de questions. Il s'assura simplement que son assiette restait pleine et son jus d'orange frais. Après le petit déjeuner, Chloé remarqua les taches de graisse sur le sol en béton. « Vous avez du matériel de nettoyage ?» Taureau cligna des yeux. « Tu n'as pas à. »« Je veux aider, » dit-elle fermement. Maman disait toujours, si quelqu'un t'offre un abri, tu lui offres tes services. C'est une question de dignité. Quelque chose dans l'expression de Taureau s'adoucit. Ta mère avait l'air d'être quelqu'un de spécial. Elle l'était. Alors Chloé nettoya. Elle balaya autour des motos avec une précision méticuleuse, rangea les outils à leur place, et réussit même à faire sortir la chienne du moulin, une pitbull balafrée nommée Clémence, de sous un établi. La chienne avait été méfiante au début, mais Chloé s'assit par terre et attendit, fredonnant la même berceuse que sa mère lui chantait. Finalement, Clémence posa sa tête sur les genoux de Chloé. « Ça alors, j'y crois pas », murmura Minus depuis l'embrasure de la porte. « Cette chienne ne fait confiance à personne. » Elle a peur, dit simplement Chloé en grattant derrière les oreilles de Clémence. Comme moi. Les êtres qui ont peur se reconnaissent. Dans le bureau de Stéphane, l'ambiance était plus sombre. Il avait passé 2 heures à briser le cryptage de la clé, plus facilement que prévu, comme si Sandrine avait voulu qu'on la trouve. Le mot de passe fourni par Chloé était simple. Fleur Chloé 2015. Le nom de sa fille et son année de naissance. Le dernier acte d'amour d'une mère. Maintenant, en regardant l'écran, Stéphane comprenait pourquoi Sandrine avait eu si peur. Bon sang, marmonna-t-il. Thierry leva les yeux de son propre ordinateur où il recoupait des archives publiques. Qu'est-ce que tu as trouvé? La mâchoire de Stéphane était serrée. Tout. Des dossiers financiers remontant à 5 ans. Sociétés écrans, fausses œuvres de charité, registre de pots de vin. Il cliqua sur des fichiers. Chacun pire que le précédent. La Fondation Morotech, celle qui a remporté des prix humanitaires l'année dernière. C'est une façade. 95% des dons vont directement dans les poches de Moreau. Les gens croyaient vraiment qu'il aidait des communautés? Demanda Serge. Il est doué pour ça. Regarde. Stéphane lança un fichier vidéo. Nicolas Moreau apparut à l'écran, en costume et souriant, coupant un ruban à un nouveau centre communautaire. C'était à Millbrook, à 3 villes d'ici. Vous vous souvenez quand cette usine a fermé? Le visage de Thierry devint pâle. C'était la fermeture volontaire de Morotech après l'audit environnemental. Rien de volontaire là-dedans. Stéphane ouvrit un autre fichier. Il a forcé la fermeture par des pots de vin au conseil municipal. A acheté le terrain pour rien. L'a revendu à des promoteurs pour des millions. 300 familles ont perdu leurs revenus. Le centre communautaire, il rit amèrement, n'a jamais ouvert. C'est un entrepôt maintenant. Taureau apparut à la porte avec un dessin de Chloé à la main. Une image au crayon de moto avec des ailes. Son expression était meurtrière. Dis-moi que tu as trouvé quelque chose qu'on peut utiliser. Mieux. Stéphane afficha une feuille de calcul. Dossier d'exploitation des travailleurs. Sandrine a tout documenté.
Heures supplémentaires non payées. Violation de la sécurité. Licenciements illégaux. Elle a même des enregistrements. Il lança la lecture. La voix de Nicolas Moreau emplit la pièce. Froide et clinique. Je me fiche qu'ils soient loyaux. La loyauté n'apparaît pas dans les rapports trimestriels. Débarrassez-vous du poids mort. S'ils se plaignent, enterrez-les sous les frais de justice jusqu'à ce qu'ils se taisent ou crèvent de faim. L'enregistrement continua. Plus de voix, plus de marché, des politiciens acceptant des pots de vin. Des inspecteurs regardant ailleurs. Des travailleurs mis sur liste noire pour avoir tenté de se syndiquer. Elle montait un dossier, dit doucement Thierry. Sandrine essayait de le faire tomber de l'intérieur. Et il l'a probablement tué pour ça. Taureau gronda. Stéphane ferma les yeux. Les pièces s'emboîtaient trop parfaitement. Une femme en bonne santé mourant soudainement d'une crise cardiaque juste au moment où elle rassemblait des preuves contre son mari. Il ouvrit un autre fichier intitulé « Personnel ». C'étaient des entrées du journal de Sandrine, écrites comme des lettres à sa fille. « Chloé, ma fleur, si tu lis ceci, je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger moi-même. Ton beau-père est un homme dangereux. J'ai été stupide de penser que je pouvais le changer, lui faire voir les gens qu'il blesse. J'ai tout documenté. La vérité doit compter. S'il te plaît, donne ceci à quelqu'un d'assez courageux pour le combattre. Je t'aime pour toujours, maman. » La date était de 2 semaines avant sa mort. Les mains de Stéphane se crispèrent en poing. Dans la pièce principale, le rire de Chloé retentit alors que Minus lui montrait comment polir le chrome. Elle ressemblait à une enfant normale pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée. Taureau, Thierry, Serge et Minus se rassemblèrent à la porte du bureau. Ils en avaient tous assez lu, assez vu. Il a détruit notre région, dit doucement Thierry. Ma famille, nos gens. Et il allait tuer cette petite fille pour le couvrir. Pas allait, corrigea Serge. Il le veut toujours. Il n'arrêtera pas de chercher. Stéphane se leva, regardant chacun de ses frères. On pourrait donner ça à la police. À la PJ. Laisser le système s'en occuper. On pourrait ? Contesta Taureau. Combien de juges tu crois qu'il possède ? Combien de flics ? Regarde ses dossiers. Il a des sénateurs dans sa poche. Silence. Ou, dit lentement Stéphane, on s'en occupe nous-mêmes. À l'ancienne. Pas avec les poings, avec ses propres armes. L'information, la réputation. On démolit son empire pièce par pièce jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien derrière quoi se cacher. Ce n'est pas juste protéger Chloé, dit Minus. C'est partir en guerre. Ouais. Stéphane regarda vers la pièce principale où une petite fille réapprenait à faire confiance. C'est ça. À main levée. Qui est partant ? 5 mains se levèrent sans hésitation. Alors on roule, dit Stéphane. Pour Sandrine. Pour chaque travailleur qui l'a écrasé. Et pour la gamine là-bas qui mérite un monde où les monstres ne gagnent pas. Dehors, le soleil du matin scintillait sur le chrome. Les faucons d'acier venaient de déclarer la guerre à un milliardaire. Et ils allaient gagner. Le plan se mit en place autour d'un café serré et d'un Wi-Fi piraté. Moreau a 3 points faibles, expliqua Stéphane, étalant des papiers sur une banquette du bistrot de Monique. Relations publiques, logistique et investisseurs historiques. On frappe les 3 simultanément. Monique elle-même, une femme aux cheveux d'acier qui avait nourri Motard et hors-la-loi pendant 30 ans, remplit leur tasse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, les garçons, vous demandez. Cette petite a un foyer ici aussi longtemps qu'elle en aura besoin. Dans une banquette du coin, Chloé s'entraînait à écrire avec des crayons de couleur. La tête de Clémence reposant sur ses pieds. Elle était avec eux depuis 3 jours maintenant, et les couleurs revenaient enfin sur ses joues. Thierry, tu as encore des contacts au syndicat des routiers ? Demanda Stéphane. Ouais, mon cousin dirige une flotte près de Lyon, Thierry sourit. Morotech utilise des sous-traitants pour expédier ses produits écologiques. Il ne me reconnaîtra pas avec une barbe et une casquette de routier. Bien. Fais-toi embaucher. Documente tout. Je veux des photos de ce qu'il y a vraiment dans ces camions.
Stéphane se tourna vers Serge. Tu étais dans la construction avant le club. 10 ans. Je sais manier un marteau et garder ma bouche fermée. Moreau construit une nouvelle usine près de Bordeaux. Les plaintes des ouvriers s'accumulent déjà. Salaire non payé. Pas d'équipement de sécurité. Intègre-toi à cette équipe. Enregistre tout. Taureau fit craquer ses phalanges. Et moi? Tu restes ici. Toi et Minus êtes la protection principale de Chloé. Le ton de Stéphane ne laissait aucune place à la discussion. Si Moreau nous retrouve ici, vous êtes le mur. Taureau hocha la tête, satisfait de sa mission. Et toi? Demanda Minus à Stéphane. Stéphane sourit froidement. Je pars à la chasse. Moreau a une équipe de com qui enjolive chaque histoire. Il est temps de leur donner quelque chose qu'ils ne pourront pas enjoliver. 2 semaines plus tard, les fissures commencèrent à apparaître. Thierry, arborant maintenant une barbe épaisse et se faisant appeler Miguel, transportait sa 3e cargaison pour la logistique de Morotech. Le manifeste indiquait des panneaux solaires recyclés. Ce qu'il y avait réellement dans le camion le rendit malade. Il s'arrêta sur une aire de repos et appela Stéphane avec un téléphone prépayé. « Tu ne vas pas croire ça, » dit Thierry. Les panneaux écologiques. Ce sont des contrefaçons bon marché fabriqués dans des ateliers clandestins. La moitié ne fonctionne même pas. Ils jettent de vrais déchets électroniques dans des décharges et réclament des crédits d'impôt pour le recyclage. Tu peux le prouver, frère? J'ai des photos, des manifestes d'expédition, et un superviseur qui vient de me dire de la fermer si je veux continuer à être payé. La voix de Thierry se durcit. Il y a plus. Les dockers sont payés 6 € de l'heure au noir. Pas d'avantage, pas de protection. Principalement des immigrés, trop effrayés pour se plaindre. Envoie tout au dossier crypté. Bon travail. À 3 régions de là, Serge documentait quelque chose d'encore pire. Le chantier de Bordeaux était une catastrophe en attente. Pas d'été. Travaux électriques faits par des ouvriers non qualifiés. Des inspections de sécurité clairement fabriquées. Serge reconnut la signature de l'inspecteur dans les dossiers de Sandrine. L'homme était sur la liste de paie de Moreau. Et, le nouveau? Cria le contremaître à Serge. Arrête de traîner. Ces poutres de soutien ne vont pas s'installer toutes seules. Serge regarda les poutres. De l'acier de qualité inférieure. Évident même à son œil. Ce n'est pas conforme aux normes. Les normes? Le contremaître rit. On a 3 semaines de retard. M. Moreau ne paie pas les heures supplémentaires, alors on utilise ce qu'on a. Tu as un problème avec ça? Il y a 50 gars qui attendent pour ton boulot. Serge ne discuta pas. Il s'assura simplement que sa caméra corporelle enregistrait tout. Cette nuit-là, un signalement anonyme parvint à l'inspecteur du bâtiment du département, celui qui n'était pas acheté. Au matin, le site était fermé, en attente d'une enquête. Pendant ce temps, Stéphane jouait un jeu différent. Il avait passé 2 semaines à se lier d'amitié avec le directeur des relations publiques de Morotech dans une salle de sport du centre de Lyon. Le type, Eric, avec ses chèques protéinés et son besoin désespéré de validation, adorait parler de ses clients importants. Moreau est un génie, dit Eric, soulevant des poids qu'il pouvait à peine gérer. On le prépare pour le prix du PDG humanitaire le mois prochain. Couverture médiatique majeure. Impressionnant, dit Stéphane en l'assurant. Qu'a-t-il fait pour le mériter? La Fondation Morotech. On l'a positionné comme une sorte de Robin des Bois, puisant dans sa propre fortune pour aider les communautés en difficulté. Éric grogna à travers une autre répétition. Entre toi et moi, le travail caritatif réel est minime, mais la perception est la réalité. Tu sais, sourit Stéphane, la perception est la réalité. J'aime ça. 2 jours plus tard, un journaliste d'investigation reçut un colis anonyme. Des dossiers financiers montrant que la Fondation Moreau était un jeu de bon taux, avec une analyse détaillée de la destination réelle de l'argent. Pas aux communautés, pas aux travailleurs, directement dans des comptes offshore. L'article devint viral en quelques heures. Héros humanitaires ou escrocs d'entreprise, enquête sur la fraude caritative de Morotech. De retour au bistrot de Monique, Chloé créait quelque chose de précieux.
Elle avait investi une banquette du coin, étalant des papiers couverts de son écriture soignée. Des notes pour Stéphane et les autres, livrées par Monique chaque fois qu'il passait. Cher monsieur Leclerc, soyez prudent aujourd'hui. Monique m'a appris à faire des crêpes. J'en ai fait en plus pour votre retour. Bise, Chloé. Cher Thierry, Clémence a appris un nouveau tour. Elle peut donner la patte. Pensez-vous que les camions de votre cousin ont des chiens? Les chiens rendent tout meilleur. Restez cachés, Chloé. Cher Taureau, merci de m'avoir appris à jouer aux échecs. Je me suis entraîné avec Minus et j'ai presque gagné. Vous avez dit que les gens intelligents gagnent les guerres, pas les gens forts. J'espère que je suis assez intelligente pour aider. Bise, Chloé. Taureau gardait chaque note dans la poche de son gilet, les lisant quand il pensait que personne ne regardait. Minus le surprit une fois, souriant en coin. Tu deviens sentimental, vieil homme. La ferme, marmonna Taureau. Mais il souriait. La vérité était que Chloé était devenue quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. L'espoir. Chaque fois qu'il voulait abandonner, s'éloigner du danger, il pensait à elle, s'entraînant à écrire, donnant des restes à Clémence sous la table, riant des blagues terribles de Minus. Elle leur rappelait que ce pourquoi ils se battaient n'était pas seulement la vengeance. C'était l'idée radicale que les innocents méritent d'être protégés, que les monstres doivent faire face aux conséquences, qu'une petite fille devrait grandir sans peur. Dans son bureau Pentouze, Nicolas Moreau regardait les alertes d'actualité inonder son téléphone. Le cours de l'action chutait, les investisseurs demandaient des réunions, les journalistes posaient des questions inconfortables, les chantiers de construction étaient fermés, les contrats d'expédition annulés. Son empire, si soigneusement construit, se fissurait. Et quelque part là-dehors, sa belle-fille était toujours en vie, détenant toujours les preuves qui pouvaient le détruire complètement. Il appuya sur l'interphone. Faites venir Philippe. Philippe, son chef de la sécurité, ancien militaire, sans conscience, apparut en quelques minutes. Trouvez la fille, dit doucement Moreau. Peu importe le coup. Trouvez-la et éliminez quiconque la protège. La chasse s'intensifiait, mais la résistance aussi. Le premier refuge brûla un mardi. C'était une vieille ferme à 20 km d'Avignon appartenant à un faucon à la retraite nommé Henri. Chloé n'y était que depuis 6 heures quand Taureau repéra les SUV noirs montant le chemin de terre. On bouge, maintenant. Taureau souleva Chloé comme si elle ne pesait rien, Clémence aboyant à ses talons. Minus démarrait déjà sa moto à l'arrière. Ils s'échappèrent par la porte de la cuisine quelques secondes avant que les hommes de Philippe n'enfoncent la porte d'entrée. Taureau entendit le fracas du bois qui se brise alors que la moto de Minus rugissait dans la garrigue. Chloé pressait entre eux, ses petits bras enroulés fermement autour de la taille de Taureau. Derrière eux, les flammes consumaient la ferme. Le message de Moreau était clair. Aucun abri ne serait sûr. Stéphane reçut l'appel alors qu'il surveillait une planque à Lyon. Son sang se glaça. Ils l'ont trouvé. La voix de Taureau était tendue. On se dirige vers le lieu de repli dans les Cévennes. Chef, il n'essaie plus de la prendre. Ils ont essayé de nous brûler vifs. Restez mobile. Je vous rejoins. Mais les mains de Stéphane tremblaient en raccrochant. Le jeu avait changé. Moreau ne protégeait plus seulement ses secrets. Il chassait avec une intention mortelle. Les 3 semaines suivantes devinrent un tourbillon de mouvements. Chloé apprit à dormir dans des véhicules en mouvement, à faire son sac en 30 secondes, à ne jamais demander combien de temps il restait. Elle maigrit, devint plus silencieuse, l'étincelle dans ses yeux s'atténuant à chaque évasion de justesse. Ils la déplacèrent entre 12 endroits différents, des relais routiers sympathiques, des repères de motards dispersés dans 3 régions, le sous-sol d'une vieille église où le curé ne posa aucune question. Chaque fois, il devançait les équipes de sécurité de Moreau de quelques heures, parfois de quelques minutes seulement. À Bordeaux, Serge échappa de justesse à une confrontation lorsque 2 hommes de Philippe se présentèrent en posant des questions aux ouvriers sur des activités suspectes. Il fut contraint d'abandonner complètement sa couverture, s'enfuyant sur une moto empruntée avec son équipement de documentation. Le boulot de routier de Thierry prit fin lorsque Moreau commença à vérifier les antécédents de tous les chauffeurs sous-traitants. Quelqu'un les avait prévenus. Il réussit à déposer sa dernière cargaison de preuves au bureau d'un journaliste avant de disparaître à nouveau dans le réseau des faucons. Les murs se refermaient.
Le cours de l'action racontait l'histoire que Moreau ne voulait que personne ne lise. Industrie Morotech avait chuté de 37% en 3 semaines. Les principaux investisseurs exigeaient des réunions d'urgence du conseil d'administration. Le prix du PDG humanitaire avait été reporté indéfiniment. Chaque cycle d'actualité apportait de nouvelles allégations, violation du droit du travail, fraude environnementale, détournement de fonds caritatifs. Dans son bureau, Moreau se tenait à la fenêtre, regardant les lumières de la ville se brouiller en contrebas. Son reflet semblait hagard. Il avait cessé de dormir correctement, survivant au pilulé à la fureur. Ce n'est qu'une enfant, lui avait dit son avocat lors de leur dernière réunion. Laisse tomber, Nicolas. Encaisse le coup. Restructure. Passe à autre chose. Mais Moreau ne pouvait pas laisser tomber, car il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait de contrôle. Du fait qu'une fillette de 10 ans et une bande de motards démantelaient tout ce qu'il avait construit. Sandrine avait fait ça. Même d'outre-tombe, sa femme faible et sentimentale le détruisait. Elle avait transformé leur fille en arme et l'avait placée entre les mains de criminels. Monsieur. Philippe apparut à la porte. Nous les avons localisés dans le nord de la Provence. Un petit bistrot appelé le bistrot de Monique. Notre informateur dit que la fille y a été vue plusieurs fois. Le sourire de Moreau était glacial. Alors nous mettons fin à cela ce soir. Au bistrot de Monique, Chloé était assise dans l'arrière-salle, dessinant avec des crayons de couleur usés jusqu'à la corde. Elle avait dessiné la même image 12 fois. Une petite fille sur une moto avec des ailes, s'envolant loin d'un bâtiment sombre qui ressemblait à une prison. Stéphane la trouva là, ses petites épaules voûtées par l'épuisement. « Salut, gamine. » Il s'assit doucement, la vieille chaise grinçant. « Ça va ?» Chloé ne leva pas les yeux. « On repart bientôt ?» Probablement. On travaille sur quelque chose de plus permanent, mais... Tu n'es pas obligé de mentir. Sa voix était stable. Trop stable. Je sais qu'on a bientôt plus d'endroits où se cacher. J'ai entendu Taureau parler à Minus. Il se rapproche à chaque fois. La poitrine de Stéphane se serra. Elle était trop jeune pour porter ce poids, mais elle avait été forcée de grandir vite. Chloé, regarde-moi. Elle le fit, et il le vit. La peur qu'elle avait cachée derrière sa politesse et sa serviabilité. La terreur d'une enfant qui savait que la mort la hantait. Tu as plus de courage que la plupart des hommes que j'ai connus, dit doucement Stéphane. Des hommes mûrs qui ont vu la guerre et la violence. Tu as 10 ans, et tu as été plus courageuse que tous. Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes. Je ne me sens pas courageuse. J'ai peur tout le temps. Ma maman me manque. Je veux que ce soit fini. Je sais, ma belle. Je sais. Pourquoi faites-vous ça? La question sortit petite, brisée. Vous ne me connaissez pas. Je ne suis personne de spécial. Vous pourriez juste me donner à la police et retourner à votre vie normale. Stéphane tendit la main, lui relevant doucement le menton. Tu veux savoir la vérité? Parce que tu es plus gentil que la plupart des adultes que j'ai rencontrés. Parce que tu nous as remerciés d'avoir menti à ton beau-père. Parce que tu nettoies les repères, écris des notes et as appris à Clémence à faire confiance à nouveau. Sa voix devint rauque. Parce que si on ne peut pas protéger une gentille gamine d'un monstre, alors qu'est-ce qu'on fout sur cette planète? Une larme roula sur la joue de Chloé. Vous le pensez vraiment? Chaque mot. Elle se jeta sur lui, ses bras s'enroulant autour de son cou dans une étreinte féroce. Stéphane la serra pendant qu'elle pleurait. Pleura vraiment pour la première fois depuis cette nuit au bistrot. On va gagner ça, promit-il dans ses cheveux. Je te le jure, Chloé, tu vas être libre. Elle hocha la tête contre sa poitrine, voulant désespérément le croire. Dans la salle principale, le téléphone de Monique sonna. Elle répondit, écouta, et son visage devint pâle. Stéphane. Elle fit irruption dans le bureau. C'était mon neveu à la gendarmerie. Des SUV noirs viennent d'arriver en ville. 8. Il pose des questions, montre des photos de Chloé. Stéphane fut sur ses pieds instantanément. Combien de temps? 10 minutes, peut-être moins. Le visage de Chloé devint blanc, mais elle ne cria pas.
Elle attrapa juste son sac à dos, toujours prêt, et prit la main de Stéphane. « Je suis prête, murmura-t-elle. Dehors, les moteurs rugirent. Les faucons d'acier enfourchèrent leurs motos en formation, Clémence sautant dans le sidecar de taureau. Mais cette fois, ils ne fuyaient pas. Cette fois, Stéphane avait un plan. Tout le monde se souvient de son rôle ? Demanda-t-il à la radio. Des confirmations crépitèrent en retour. Alors finissons-en, d'une manière ou d'une autre. Ce soir, on termine le travail. Alors que des phares apparaissaient à l'horizon, les faucons roulèrent vers la confrontation pour laquelle ils s'étaient préparés. La guerre était sur le point d'atteindre sa bataille finale. Les SUV encerclèrent le bistrot de Monique comme des loups encerclent une proie. Philippe sortit le premier, flanqué de 8 hommes en équipement tactique. À travers les fenêtres du bistrot, il pouvait voir les motards à l'intérieur, assis calmement à leur table. Trop calmement. Quelque chose n'allait pas. « Dispersez-vous » ordonna Philippe. « Rappelez-vous, on a besoin de la fille vivante, mais les motards sont dispensables. » Ces hommes se mirent en position. Philippe s'approcha de la porte d'entrée, la main posée sur son arme dissimulée. La cloche tinta alors qu'il entrait. 5 motards étaient assis au comptoir, des tasses de café fumantes. Le grand, taureau, ne se retourna même pas. « Je peux vous aider ?» demanda Monique, sa voix sèche comme le désert. « Nous cherchons quelqu'un, » dit Philippe. « Une petite fille, 10 ans. Nous avons des informations fiables. Elle a été ici. » « Beaucoup de gens passent par ici, » répondit Monique. « Je ne peux pas dire que je me souviens de chaque enfant. » La mâchoire de Philippe se contracta. Il fit un signe de tête à son homme qui se déploya, vérifiant les banquettes et les arrière-salles. Stéphane Leclerc était assis à la table du coin, complètement détendu, lisant un journal comme s'il avait tout son temps. « Vous faites une erreur, » dit Philippe directement à Stéphane. « Interférer dans des affaires de famille. M. Moreau veut juste récupérer sa fille en toute sécurité. » Stéphane leva les yeux, sourit. « C'est vrai ? Alors, dites-moi. Est-ce que les familles envoient habituellement des équipes tactiques pour récupérer des enfants perdus ? Où est-elle ? Qui ? » Philippe bougea plus vite que prévu, claquant sa main sur la table de Stéphane. « Ne jouez pas à ça. Nous savons qu'elle a été ici. Nous avons des témoins. Des photos. Vous la déplacez depuis des semaines. » Ça a l'air épuisant, dit Stéphane d'un ton neutre. Vous voulez un café ? C'est alors que Philippe le remarqua. Chaque motard dans le bistrot regardait sa montre. Synchronisé. Quoi ? 3. 2. 1. Compta taureau. À 500 km de là, au centre-ville de Lyon, Nicolas Moreau se tenait à un podium dans la grande salle de bal du Grand Hôtel. 250 personnes remplissaient la salle, investisseurs, journalistes, politiciens, chefs d'entreprise. Ce gala était censé être sa rédemption, une soirée célébrant l'engagement de Morotech envers l'innovation durable et annonçant une nouvelle initiative caritative majeure. Son équipe de communication avait passé des semaines à l'organiser. « Merci à tous d'être venus », dit Moreau, son sourire étudié et parfait. Ce soir représente non seulement l'avenir de Morotech, mais aussi notre promesse de... Les lumières s'éteignirent. L'immense écran de présentation derrière lui vacilla. Moreau fronça les sourcils, se retournant. « Problème technique, dit-il doucement. Juste un instant. » Mais l'écran ne s'éteignit pas. Au lieu de cela, il s'illumina d'une vidéo. Sandrine Moreau apparut à l'écran, assise dans son bureau à domicile. L'horodatage indiquait, 2 semaines avant sa mort. « Je m'appelle Sandrine Dubois-Moreau », sa voix enregistrée emplit la salle de bal. « Et je fais cette vidéo parce que je crois que mon mari, Nicolas Moreau, va me tuer. » La salle éclata en halètements. Le visage de Moreau devint exsangue. « Éteignez ça. Quelqu'un, éteignez ça. » Mais le système audiovisuel avait été complètement piraté. L'écran passa à des documents financiers, des feuilles de calcul, des virements bancaires, toutes les preuves soigneusement documentées par Sandrine défilant pendant que sa voix continuait. « Depuis 3 ans, je vois mon mari détruire des vies pour le profit. La fondation Moreau est une fraude.
95% des dons caritatifs sont détournés vers des comptes offshore. Les produits durables sont fabriqués dans des camps de travail illégaux. Des images apparurent. Des photos granuleuses d'entrepôts où des ouvriers, y compris des enfants, assemblaient de l'électronique dans des conditions dangereuses. Horodatage, lieu, manifeste d'expédition, tout était méticuleusement documenté. Nicolas a soudoyé des inspecteurs, fait taire des lanceurs d'alerte et détruit des communautés pour des gains trimestriels. J'ai essayé de le quitter. J'ai essayé de l'exposer légalement, mais il a trop de pouvoir, trop de gens dans sa poche. La vidéo passa à des enregistrements audio. La propre voix de Moreau retentit dans les haut-parleurs. Je me fiche des réglementations de sécurité. Je me soucie des marges. Si des ouvriers meurent, on règle ça discrètement. C'est moins cher que la conformité. Une autre voix. Un politicien. L'inspection montrera tout ce que vous voulez qu'elle montre, Nicolas. Assurez-vous simplement que le don soit viré avant. Plus d'enregistrements, plus de preuves, une avalanche en cascade de corruption, de fraude, d'exploitation du travail, de crimes environnementaux. Puis la voix de Stéphane Leclerc prit le relais. Calme et inébranlable. Nicolas Moreau, vous avez bâti un empire sur le dos de gens brisés. Vous avez écrasé des familles, détruit des villes, et quand votre propre femme a essayé de vous arrêter, vous l'avez assassinée. Vous avez volé des veuves. Vous avez exploité des enfants. Vous avez enfermé votre propre belle-fille dans la peur. L'écran montra le bras contusionné de Chloé, photographié au bistrot. Puis des images de la ferme incendiée. Des preuves de la poursuite de Philippe. Les gens sur qui vous avez marché reprennent leur route. Ça se termine maintenant. Dans la salle de bal, le chaos éclata. Les investisseurs se précipitèrent vers les sorties. Les journalistes tapaient frénétiquement sur leur téléphone. Les flashs des appareils photo explosaient alors que les caméras d'information capturaient l'expression de Moreau, choc, rage et quelque chose qui ressemblait à de la peur. « C'est fabriqué !» cria Moreau. « Des mensonges, tout ça. » Mais un enquêteur de l'AMF dans la foule passait déjà des appels. Un agent de la PJ demandait des renforts. Le commissaire de police de Lyon, qui était au gala en tant qu'invité, se dirigeait vers la scène, menottes prêtes. La présentation se termina par un seul message en texte blanc sur fond noir. La route appartient aux honnêtes. De retour au bistrot de Monique, le téléphone de Philippe explosa de notifications. Il lut les alertes, son visage passant de la colère à la pâleur. « C'est fini », dit Stéphane en se levant. « D'ici demain matin, votre patron sera ruiné, déshonoré et probablement sous le coup d'une inculpation. La fille que vous chassiez, elle est en sécurité quelque part. Quelque part où vous ne la trouverez jamais. Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait, dit Philippe. Oh, je comprends parfaitement. Le sourire de Stéphane était acéré. Nous avons détruit un monstre. Maintenant, la question est, travaillez-vous pour un salaire ou pour une cause? Parce que ce salaire vient de s'évaporer. Philippe regarda ses hommes, puis son téléphone. Plus d'alerte. L'action de Morotech suspendue de la cotation. Les membres du conseil d'administration démissionnent. Des enquêtes criminelles annoncées. Les comptes bancaires gelés. Il avait fait assez de guerre pour savoir quand une bataille était perdue. Repli, dit-il doucement à son équipe. Alors que les SUV s'éloignaient, Taureau frappa l'épaule de Stéphane. Où est-elle vraiment? Stéphane sourit. Exactement là où je l'ai dit. En sécurité. Dans un petit chalet dans le nord des Alpes, Chloé était assise entre Thierry et Serge, regardant les informations sur une vieille télévision. Elle vit Nicolas être emmené par des agents fédéraux. Vit des manifestants devant le siège de Morotech. Vit le visage de sa mère à l'écran alors que les journalistes qualifiaient Sandrine Dubois-Moreau d'héroïne et de lanceuse d'alerte. « Ta maman a bien fait », dit doucement Thierry. Chloé hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. Pas de tristesse cette fois. De soulagement. « Je peux rentrer à la maison maintenant ?» murmura-t-elle. « Ouais, gamine, » dit Serge. « On te ramène à la maison. » L'Empire était tombé. La fille était libre. 6 semaines après l'arrestation de Nicolas Moreau, le moulin des Faucons d'Acier avait changé. La lumière du soleil entrait à flot par de nouvelles fenêtres.
Les anciennes étaient fissurées depuis des années. De la peinture fraîche couvrait les murs, choisie par un comité, un orange couché de soleil parce que Chloé disait que ça faisait chaud. Le long d'un mur entier, soigneusement épinglé et encadré, se trouvaient des dizaines de dessins au crayon, des motos avec des ailes, des anges sur des chopets, une petite fille tenant la main de Saint-Mottard, tous souriants. Dans le coin, Clémence somnolait dans un nouveau panier pour chien sur lequel était écrit « Reine » en lettres scintillantes. Chloé avait insisté. « T'es sûr de ça ?» demanda Taureau en regardant Stéphane travailler dans le garage. Stéphane ne leva pas les yeux de sa soudure. Des étincelles jaillirent alors qu'il attachait la dernière pièce. Je lui ai promis, non. Ce qu'il construisait fit sourire Taureau malgré lui. Une moto miniature, sur mesure pour la taille de Chloé. Le cadre était peint en argenté, pas en chrome, mais assez proche, avec de minuscules flammes violettes sur les côtés parce que Chloé disait que le violet était la couleur préférée de sa mère. Elle va halluciner, dit Minus en polissant les petits guidons. C'est l'idée. Stéphane recula, examinant son travail. Ce n'était pas juste un jouet. Le moteur était réel, bien que bridé à des vitesses sûres. La suspension était de qualité professionnelle. Chaque boulon avait été vérifié 3 fois parce que Chloé mérite quelque chose de construit avec amour. La porte du garage s'ouvrit. Monique se tenait là avec Chloé, qui avait aidé à préparer le déjeuner, ce qui signifiait surtout donner du lard en douce à Clémence. « Y a quelqu'un qui veut vous voir, les garçons », annonça Monique en clignant de l'œil. Chloé entra, se figea, et ses yeux s'écarquillèrent de manière impossible. « C'est. » Sa voix sortit en un murmure. « Tout à toi, dit Stéphane. Si tu en veux. » Elle s'approcha de la moto comme si elle pouvait disparaître si elle bougeait trop vite. Sa petite main toucha la selle, traça les flammes peintes, fit tinter la petite cloche attachée au guidon. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue, » souffla-t-elle. Lis le côté, l'encouragea Thierry. Le long du réservoir, en une élégante écriture argentée, se trouvaient 2 mots, elle chromée. On l'a nommé d'après ton dessin, expliqua Stéphane. Celui que tu as fait la première semaine. Tu te souviens, la moto avec des ailes? Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes, mais elle souriait. Je peux vraiment la conduire? C'est le plan. Mais d'abord. Taureau brandit un petit casque, peint sur mesure pour correspondre à la moto. La sécurité d'abord. Ta maman aurait voulu ça. Elle prit le casque avec révérence, passant ses doigts sur les flammes violettes. À l'intérieur, écrit au marqueur permanent, se trouvaient 5 signatures, Stéphane, Taureau, Thierry, Serge et Minus. On roule toujours avec toi, dit Minus d'une voix bourrue. Même quand on n'est pas là. Chloé serra le casque contre sa poitrine, puis les surprit tous en se jetant sur Stéphane. Il la rattrapa facilement, cette petite fille qui avait rampé sous sa table, terrorisée, et qui riait maintenant à travers des larmes de joie. « Merci, murmura-t-elle. Pour tout. Tu l'as mérité, gamine. Tu t'es sauvée toi-même. On t'a juste aidé à courir plus vite. » L'essai eut lieu un samedi, avec la moitié du chapitre des Faucons qui regardaient. Chloé portait son casque, sa veste violette et sa détermination. Stéphane roulait à côté d'elle sur sa propre moto, jamais à plus de 3 mètres. Son petit moteur ronronnait, ne rugissait pas, mais chantait alors qu'elle naviguait sur le parking vide. Quand elle réussit son premier cercle, les motards éclatèrent en acclamations. « Encore !» cria Chloé, son sourire visible même à travers la visière du casque. « Je veux recommencer. » Ils passèrent 3 heures là, Chloé devenant plus confiante à chaque passage. À la fin, elle saluait son public, une main sur le guidon, complètement intrépide. Taureau s'essuya les yeux. Foutues allergies. Bien sûr, vieil homme, le taquina Serge. Les allergies. Mais ils le sentaient tous. La joie de voir une enfant terrifiée se transformer en une gamine rieuse et libre qui méritait ce bonheur. Ce soir-là, autour de la table du moulin, la conversation devint sérieuse. On a reçu 700 000 € de dons, rapporta Thierry, faisant défiler son ordinateur portable. Des gens de tout le pays envoient de l'argent après avoir entendu l'histoire de Chloé. Ils veulent t'aider. Aider à quoi? Demanda Chloé depuis sa place sur le canapé, la tête de Clémence sur ses genoux.
Stéphane la regarda pensivement. C'est ce qu'on doit décider. On a des ressources maintenant. Une chance de faire quelque chose qui compte. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait en faire? Chloé resta silencieuse un moment, son jeune visage sérieux. Il y a d'autres enfants comme moi. Des enfants qui ont peur, qui n'ont personne pour les aider. Continue, l'encouragea Stéphane. Peut-être qu'on pourrait les aider. Leur donner un endroit sûr. Leur apprendre des choses, comme vous m'avez appris. Sa voix se renforça. Maman disait toujours, la meilleure façon d'honorer les gens qui t'aident, c'est d'aider d'autres gens. Les motards échangèrent un regard. Une fondation, dit lentement Thierry. Pour les enfants à risque. Formation professionnelle, mentorat, abri d'urgence, soutien scolaire, ajouta Minus. Les aider à finir leurs études. Compétences de vie, dit Taureau. Leur apprendre à se débrouiller seuls. La fondation El Cromé, dit Serge. Et tout le monde se tut. Chloé leva les yeux, brillants. Vraiment? Vous la nommeriez d'après ma moto? D'après ton rêve, corrigea Stéphane. Les ailes signifient la liberté. Le chrome, la force. Les enfants ont besoin des deux. En une semaine, les papiers furent déposés. La fondation El Cromé devint officielle, avec une déclaration de mission écrite en partie par des avocats et en partie par une fillette de 10 ans qui savait ce que signifiait avoir besoin d'être sauvée. Offrir des ailes à ceux qui ont oublié qu'ils peuvent voler. Chloé devint la fondatrice honoraire, un titre qu'elle prit très au sérieux. Elle assista à des réunions, aida à concevoir le logo, une moto avec des ailes d'ange, et insista pour interviewer le personnel potentiel. « Vous aimez les enfants ?» demandait-elle en les scrutant. Et je veux dire, vraiment les aimer, pas juste faire semblant pour le travail. Ses instincts étaient vifs. Quiconque la traitait avec condescendance était immédiatement rejeté. Les informations locales firent un reportage. Une lanceuse d'alerte de 10 ans crée une fondation pour aider les jeunes à risque. Le journaliste demanda à Chloé ce qu'elle voulait dire aux autres enfants effrayés. Chloé regarda droit dans la caméra, sans peur dans les yeux. « Trouvez quelqu'un avec des yeux gentils, dit-elle. Et n'abandonnez pas. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. » 2 mois après le lancement d'El Cromé, ils aidèrent leur premier enfant, un adolescent qui sortait de l'aide sociale à l'enfance sans nulle part où aller. Thierry l'embaucha comme apprenti mécanicien. Puis une fille fuyant la violence domestique. Puis des frères et sœurs dont les parents étaient incarcérés. Puis d'autres. Chacun reçut ce que Chloé avait reçu, sécurité, compétences, famille. Le moulin se transforma. La moitié resta le quartier général des motards. L'autre moitié devint des salles de classe, des salles de conseil et une cuisine commerciale où Monique donnait des cours de cuisine. Sur le mur principal, les dessins de Chloé se multiplièrent. Chaque enfant qui passait ajoutait le sien, jusqu'à ce que des motos aux ailes chromées couvrent toutes les surfaces. « On a construit quelque chose de bien, dit Taureau un soir, regardant Chloé apprendre à un plus jeune à nettoyer correctement une chaîne de moto. « Non, sourit Stéphane. Elle a construit quelque chose de bien. On lui a juste donné les outils. » Et dans le garage, brillant sous les néons, El Cromé attendait sa prochaine sortie, prête à voler. Le printemps arriva en Provence avec des fleurs sauvages et des secondes chances. Un samedi matin, 8 mois après qu'une fillette terrifiée ait rampé sous la table d'un motard, les faucons d'acier se préparaient pour leur balade commémorative annuelle. Cette année était différente. Cette année, ils ne roulaient pas seuls. Chloé se tenait dans le garage, ajustant son casque, celui, violet avec des flammes, qu'elle avait presque dépassé. Elle avait grandi de 8 cm et Monique disait qu'il lui faudrait bientôt un nouveau jean. Son visage s'était rempli, la peur creusant ses joues remplacées par des taches de rousseur et de la confiance. « Prête ?» demanda Stéphane, vérifiant El Cromé une dernière fois. « N'est prête », répondit Chloé, et les motards rirent. Elle avait adopté leur phrase, leur assurance, mais en dessous, elle était toujours au cœur tendre, toujours la fille qui laissait des bols d'eau pour les chiens errants et écrivait des mots de remerciement pour tout. « Où allons-nous » demanda-t-elle en enfourchant sa moto avec une aisance acquise. « Quelque part de spécial, dit Stéphane. Fais-moi confiance. » Elle hocha la tête sans hésiter. Cela seul montrait le chemin qu'ils avaient parcouru.
Le convoi partit à midi. 15 motos, les moteurs tonnant en harmonie. Chloé roulait entre Stéphane et le mari de Monique, Pierre. Sa petite moto argentée tenait sa place. Elle s'était entraînée pendant des mois, et maintenant elle maniait elle chromait comme si elle était née pour ça. Ils roulèrent sur les routes départementales où les garrigues s'étendaient à perte de vue. Passèrent devant le bistrot où cette histoire avait commencé, Valérie fit un signe de la main depuis la fenêtre et Chloé lui répondit avec enthousiasme. Traversèrent de petits villages où les gens reconnaissaient les écussons des faucons d'acier et klaxonnaient en signe de soutien. La fondation El Chromé avait changé la réputation des faucons. Ils n'étaient plus seulement des hors-la-loi. Ils étaient des protecteurs, des bâtisseurs, une famille. Sur une aire de repos, Taureau acheta un granité à Chloé, framboise bleue, son préféré. Elle s'assit sur une table de pique-nique, les jambes se balançant, pendant que Minus lui montrait des photos sur son téléphone. « Ça, c'est Nicolas, dit-il prudemment. Chloé regarda l'image, son ancien beau-père en combinaison orange, conduit dans un palais de justice. Le procès avait été bref. Avec les preuves de Sandrine et la documentation supplémentaire des faucons, le dossier de l'accusation était en béton. Fraude, exploitation du travail, évasion fiscale, conspiration. La liste était longue. Il avait écopé de 42 ans. « Tu te sens mal pour lui ?» demanda doucement Minus. Chloé réfléchit sérieusement à la question. « Je me sens mal pour la personne qu'il aurait pu être. Maman disait qu'il n'avait pas toujours été méchant, que quelque chose s'était cassé en lui. » Elle lécha son granité pensivement. « Mais je suis contente qu'il ne puisse plus blesser personne. Une sagesse au-delà de son âge. Ta mère serait fière de toi, dit Minus. Je sais, sourit Chloé. Je lui parle parfois. Dans ma tête, je lui parle d'El Chromé et des enfants qu'on aide, et comment Clémence a appris à attraper des frisbees. Je pense qu'elle m'entend. Je le pense aussi, gamine. » La vraie destination se révéla alors que le soleil commençait sa descente. Ils arrivèrent à un belvédère surplombant le paysage aride du sud de la France, un endroit où la route s'étendait jusqu'à l'infini et où le ciel se peignait d'orange, de violet et d'or. Quelqu'un avait installé un petit mémorial, des fleurs, des photos, une plaque de bronze. La plaque disait « Sandrine Dubois. Mère, lanceuse d'alerte, héroïne. Elle a tout donné pour que d'autres puissent être libres. » Chloé descendit lentement de sa moto, s'approchant du mémorial. Stéphane l'avait commandé des mois auparavant, travaillant avec Chloé pour choisir les mots. C'était le véritable lieu de repos de Sandrine. Pas un cimetière chic que Nicolas avait choisi, mais ici, dans la nature sauvage où la route signifiait la liberté. « Maman, » murmura Chloé. « J'ai amené mes amis, ceux dont je t'ai parlé. » Les motards restèrent en retrait, lui laissant respectueusement son espace. « J'ai fait ce que tu as demandé. J'ai trouvé des gens courageux. Ils m'ont aidé à arrêter Nicolas, et maintenant on aide d'autres enfants. Exactement comme tu le voulais. » Sa voix vacilla. « Tu me manques tellement, mais je vais bien maintenant. Je te promets que je vais bien. » Elle plaça des fleurs sauvages fraîches au mémorial. Violettes et jaunes, les préférées de Sandrine. Quand elle retourna vers le groupe, ses yeux étaient humides, mais elle souriait. « On peut rouler sur la route comme tu l'as promis ? Tous ensemble ? » « C'est le plan, » dit Stéphane. Ils remontèrent en selle. 15 motos et une petite moto argentée formèrent une ligne. Alors que le soleil touchait l'horizon, ils accélérèrent. La route s'ouvrit devant eux, vide et sans fin. Le rire de Chloé retentit, pur et joyeux, alors qu'elle chromait la portée en avant. Le vent attrapa ses cheveux sous le casque. Ses mains étaient stables sur le guidon. Elle volait. Stéphane jeta un coup d'œil dans son rétroviseur et la vit là. Plus l'enfant terrifié se cachant sous une table, mais une fille qui avait trouvé ses ailes et appris à les utiliser. Nous n'avions pas l'intention de faire tomber un milliardaire, pensa Stéphane, les mots se formant dans son esprit comme une prière. Nous avions l'intention de protéger une petite fille. Mais en la protégeant, nous en avons protégé des centaines d'autres. Nous n'avons pas seulement détruit un empire. Nous avons construit un foyer pour une gamine qui nous a rappelé à quoi ressemble la clémence. Elle nous a appris que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'être terrifié et d'avancer quand même. Que la famille, ce n'est pas une question de sang.
C'est qui se pointe quand tu te caches sous les tables. Que la plus petite personne peut tout changer si les bonnes personnes croient en elle. Le convoi roula dans le coucher de soleil. Une fraternité et une petite fille, rugissant tous ensemble sur la route ouverte. Clémence aboya depuis le sidecar de taureau. Le rire de Minus résonna par-dessus le bruit des moteurs. Monique et Pierre roulaient côte à côte, leurs mains se touchant brièvement. Et Chloé, précieuse, courageuse, belle Chloé, roulait parmi eux, enfin en sécurité, enfin à la maison. 3 ans plus tard, le bâtiment d'industrie Morotech se dressait, abandonné, à la périphérie de Lyon. Fenêtres brisées, terrain en friche. Les pilleurs d'entreprise l'avaient dépouillé de tout ce qui avait de la valeur. La nature reprenait le reste. Mais sur un mur, visible depuis l'autoroute, quelqu'un avait peint quelque chose. De la peinture fraîche, appliquée récemment, entretenue régulièrement par des artistes inconnus. En lettres de 3 mètres de haut, couleur argent chromée avec des flammes violettes, la route appartient aux honnêtes. Et en dessous, plus petit mais non moins puissant, fondation et chromée. Donnant le vol à ceux qui sont à terre. Les conducteurs qui passaient le voyaient et se souvenaient. Une petite fille qui avait tenu tête à un monstre. Des motards qui avaient choisi la protection plutôt que le profit. Une mère qui avait documenté la vérité, sachant même que cela lui coûterait tout. Il se souviendrait que les empires bâtis sur des mensonges finissent par s'effondrer. Que la clémence compte. Que parfois, les héros les plus improbables portent du cuir et conduisent des motos. Et que chaque enfant mérite quelqu'un avec des yeux gentils qui se battra pour lui, même quand le monde dit de regarder ailleurs. La route appartenait aux honnêtes, maintenant. Et pour toujours.